Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de notre cher Kira. Comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, bah écoute, ça va très bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sommaire du jour, s'il te plaît ? Alors je peux, bien sûr, je peux. Aujourd'hui on va parler donc du Leak Rockstar, on va débriefer les conférences Nintendo et Sony, on va parler un petit peu de PSVR et de Splinter Cell. Ensuite on va parler de BioShock et de Cult of Lamb, et pour terminer de la série télé Cyberpunk et des univers punk en général dans la pop culture. Un programme riche en couleurs, du coup assez varié. Et avant toute chose, évidemment, on fait notre rappel habituel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a notre page Facebook que Kira anime et la page Twitter. On a aussi, bien sûr, une page Tipeee pour nous soutenir et booster nos prochains contenus. Mais avant tout, générique. Microsoft rembourse les précommandes de Stalker 2. Alors j'ai vu passer ça cette semaine en fait, car il semblerait que Microsoft commence à rembourser toutes les précommandes de Stalker 2. Pour l'instant ils n'ont pas encore communiqué sur le sujet, ça vient de chez nos confrères de XGP en fait, qui auraient découvert la situation. Suite en fait à la crise en Ukraine, parce que pour rappel le studio en charge de Stalker est basé à Kiev de base. Ils ont déménagé partiellement leur studio en République tchèque. Le problème, c'est qu'ils peinent à recruter des développeurs en fait. Et les analystes estiment que le jeu devrait sortir dans une fenêtre entre 2025 et 2026. Donc ça fait quand même un sacré report. Et du coup, je pense que Microsoft commence à anticiper la grogne des joueurs en les remboursant. Ok, mais le jeu devrait sortir quand même alors du coup. Voilà, le jeu devrait sortir quand même, c'est juste que c'est décalé à une date assez éloignée. C'est vrai que tous les développeurs n'ont pas pu déménager en République tchèque, certains sont restés avec leur famille à Kiev. C'est pas la priorité, je pense, le développement d'un jeu dans ces cas-là. C'est vrai qu'après, il sortira bien un jour, mais bon, à mon avis, il faut pas l'attendre tout de suite. Le jour où il sortira, je pense qu'il y aura un énorme soutien de la part de la communauté pour soutenir ces développeurs qui ont connu quand même des moments très très compliqués. Moi, ça me tentait bien en plus Stalker 2. Le jeu avait l'air assez prometteur. Donc à voir. Netflix et Ubisoft. Donc on l'avait dit à plusieurs reprises, il était temps que Netflix se rapproche de géants du jeu vidéo pour booster un petit peu son offre mobile, enfin en tout cas l'offre de jeux vidéo. On en parlait je crois il y a 2 semaines et les 2 semaines auparavant. Et qu'est-ce qui a été annoncé entre temps du coup ? Le partenariat Netflix-Ubisoft avec 3 annonces, 3 jeux. Évidemment, un jeu Assassin's Creed, ça je pense qu'on peut pas y échapper. Et du coup, Kira, je compte sur toi pour le tester le moment venu. Oui, bien sûr. 2 autres jeux, la suite de Mighty Quest. Donc Mighty Quest, pour ceux qui s'en rappellent, c'était une sorte de hack and slash. Donc hack and slash, on voit le personnage de dessus et puis l'idée c'est de bastonner un petit peu tout ce qui nous tombe sur la main. En mode un petit peu heroic fantasy mais un peu cartoon. Donc franchement c'était sympa Mighty Quest. Donc là ils vont faire une suite. Et le 3e jeu qu'ils ont annoncé me tient particulièrement à cœur. Je crois que comme moi Kira t'avais beaucoup aimé le soldat inconnu Mémoire de la Grande Guerre. Ah, j'ai beaucoup aimé, oui. Donc on suivait un soldat durant la Première Guerre mondiale. Et ils vont faire une suite du coup qui va s'appeler Valiant Heart qui est prévue pour janvier 2023. Les autres jeux, la Mighty Quest et Assassin's Creed, sont prévus aussi pour 2023. Et la promesse qu'il y aura, tu vois, celle qui est intéressante, ils ont bien communiqué. Il y aura dans ces 3 jeux 0 publicité, puisque le financement sera porté par les abonnements Netflix. 0 achat intégré, donc on sera vraiment sur une pure expérience de jeu vidéo dans l'application Netflix. Tout à fait, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on en parlait lors du pilote de l'émission, justement, des résultats de Netflix avec le jeu vidéo. C'est vrai qu'un partenariat avec Ubisoft, pourquoi pas, en plus, ils ont des licences porteuses, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir développer. Le soldat inconnu, mais carrément, en plus, j'ai repensé, c'était quand ? C'était la semaine dernière, j'avais bien envie de retenter le jeu, histoire de refaire une petite partie, quoi. Et j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, ça donne envie. Là, ils ouvrent leur catalogue, je trouve, avec ce partenariat Ubisoft d'une belle des manières.
Et ça va être l'occasion de relancer un petit peu la dynamique du jeu vidéo pour Netflix. Exactement. Splinter Cell Remake donc a été annoncé, remake du premier volet, mais hérisse déjà les poils des puristes. Aïe, aïe, aïe. En effet, donc Ubisoft a annoncé donc fièrement qu'il planchait sur un remake de Splinter Cell avec un communiqué que je vais vous lire d'ailleurs, et ce communiqué n'a pas plu à tout le monde. Donc en gros, ils disent: nous voulons créer une expérience narrative cohérente et captivante pour un nouveau public, tout en essayant de plaire aux fans de la première heure. La technique et les enjeux ont bien changé depuis 2002, il est normal qu'Ubisoft cherche à moderniser Splinter Cell pour qu'il soit dans l'air du temps. Nous souhaitons également traiter de thèmes d'actualité. Des changements seront évidemment opérés du côté du gameplay, ça c'est sûr, des graphismes, mais ils veulent également donner une autre ADN au jeu pour coller à un public plus actuel. Et donc à cette annonce, quelques fans ont déjà fait part de leurs inquiétudes et de leur mécontentement. En gros, avec des fameuses « ça sent la censure, ça va être woke », etc. Tu vois. Donc là-dessus, voilà. Donc moi je suis en mi-figue mi-raisin. D'un côté, je suis très content de revoir la licence Splinter Cell revenir avec Sam Fisher. D'un côté, j'ai pas envie qu'on m'aseptise mon Splinter Cell, quoi. Oui, après moi je connais moins Splinter Cell que toi, mais c'était assez violent il me semble, avec des thèmes, des thèmes assez durs. J'ai trouvé le communiqué assez maladroit, parce que je connais pas la saga, mais même tu lis ça, tu te dis ils sont déjà en train de se justifier de choix qu'ils ont pas encore communiqué. Donc je comprends l'inquiétude des joueurs après. Après, Splinter Cell, c'est comme toute la licence Tom Clancy, c'est du techno-thriller en fait. C'est un univers, très ancré au départ dans la guerre froide. Pas la saga Splinter Cell, mais je parle de l'univers Tom Clancy en fait. Donc c'est vrai que les thèmes sont plus vraiment d'actualité. Niveau géopolitique, on va dire, ça a changé depuis bien longtemps. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est plus dans le traitement des personnages. Parce que c'est vrai que quand on regarde Splinter Cell Conviction, par exemple, Sam Fisher n'hésitait pas à torturer des mecs pour avoir des informations, à titre d'exemple. Je me dis que certaines choses... Voilà, j'ai peur que certaines choses changent et pas de la meilleure des manières, malheureusement. Comme tu dis, communiquer très maladroit en fait. Ils auraient pu très bien communiquer, nous allons sortir un remake. Comme tout remake, on sait qu'il va y avoir des changements. Après, c'est le côté, nous voulons coller à un nouveau public, nous voulons coller à des nouveaux thèmes d'actualité. Et quand on voit les thèmes actuels, bon, c'est pas forcément les plus bandants, quoi. Non, c'est pas rassurant. Et capter un nouveau public... En plus, je suis pas certain que le public visé par le remake ou ce nouvel opus soit justement un nouveau public. À mon sens, il faut d'abord flatter la communauté qui est active, enfin celle qui apprécie vraiment le jeu, avant d'essayer de capter un nouveau public. Ça me semble être un move un peu étonnant. Je pense aussi. Alors, pour continuer, on va vous débriefer un petit peu le Nintendo Direct, comme on l'avait fait pour les confs de Disney. Nintendo Direct assez dense, il a duré une 50aine de minutes, il me semble, il était diffusé le 13 septembre. Donc il y a en tout une 40aine de jeux. Donc on va pas évidemment vous débriefer les 40 jeux qui ont été annoncés. Mais dans les grandes lignes, ce qui moi m'a un petit peu marqué, en ce moment, les Japonais, ils sont à fond dans les jeux de gestion de ferme. Alors, il y en avait plein, ça a été un petit peu étonnant. Donc, il y en a eu, je crois, 5 ou 6 jeux de ce style-là. Donc, je vais pas passer forcément beaucoup de temps là-dessus, mais c'était assez marquant. Il y avait Story of Seasons, il y avait Five Farm, enfin, plein de jeux du style qui... on va devoir gérer sa petite ferme et en même temps faire des quêtes, créer des donjons, traverser des donjons, pardon. Ce qui retient davantage notre attention... En début de conf, ils ont annoncé, ils ont montré des images de Fire Emblem, la suite, qui est un jeu que j'aime beaucoup, donc qui est du combat tactique, RPG, qui est une licence phare de Nintendo. Ils ont annoncé aussi Kira, un jeu qu'on aime bien en multijoueur, It Take Two, qui va faire son arrivée sur Switch, avec la possibilité de jouer sur le même écran avec deux manettes différentes ou en local, mais deux Switch côte-côte, ou à distance avec plusieurs Switch. Enfin, vraiment, c'était plutôt convaincant ce qu'ils ont montré. Et It Take Two est vraiment un excellent jeu. Pour les jeux un peu plus anecdotiques, ils ont montré un jeu Bob l'éponge, ils ont annoncé l'arrivée de Tunic. Mario et les lapins crétins, je crois que tu en avais parlé au débrief de la conf Ubisoft, il me semble. Tout à fait. Ils ont annoncé du GoldenEye, et tu vas en parler aussi tout à l'heure. Pour les annonces les plus marquantes, donc vraiment moi ce que je vais retenir, la suite de Octopath Travel 2,
qui est un excellent RPG qui avait cartonné enfin le premier épisode avait cartonné. Ils ont annoncé Pikmin. Alors moi je suis fan de la licence Pikmin et ils ont enfin annoncé le Pikmin 4 prévu pour 2023 avec aussi un jeu Pikmin mais en version Pokémon Go, qui me tente vachement, où c'est le même système que Pokémon Go, où on va marcher et on va croiser sur notre chemin des Pikmin, on va récupérer de la nourriture, on va pouvoir les élever, etc. Je crois dans la démo, ils avaient plus de 1000 Pikmin, donc on va pouvoir vraiment en ramasser énormément. Ah oui, c'est à la peine. Ouais, vraiment beaucoup. Chose un peu étonnante, pensez à toi tout de suite, parce ils ont pas mal communiqué sur Resident Evil. Donc Nintendo a toujours une image un petit peu familiale, de jeu accessible à tous, mais là ils ont parlé de Resident Evil. Ils ont annoncé Resident Evil Village, que tous les deux on a beaucoup aimé, ça a été une de nos surprises en termes de survival horror. Et ils mettent après chaque Resident Evil, c'est la notion cloud. Donc je pense que la console peut pas supporter techniquement le jeu, donc ils utilisent du coup le cloud gaming et le streaming pour pouvoir pour pouvoir faire tourner leur jeu. Donc Resident Evil 8, Resident Evil 2, Remake, Resident Evil 3, Resident Evil 7, donc vraiment une arrivée de pas mal de jeux Resident Evil, c'est plutôt sympa. Et grosse annonce, on a fini la conférence sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donc la suite de Breath of the Wild, de l'énorme, que tout le monde attendait, que tu as adoré, et je pense qu'on attend tous les deux beaucoup la suite. Donc voilà, une conférence assez riche, variée. Moi j'ai apprécié le rythme, j'ai apprécié le contenu, beaucoup de choses. Ah oui, j'ai pas parlé aussi du jeu de rythme de Final Fantasy que j'adore, et là c'est la suite qui arrive. Mais moi j'ai été assez conquis par cette conférence. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Moi en fait, techniquement j'ai apprécié la conférence, il y avait du rythme, il y avait du contenu, on sent que les gars maîtrisent leur sujet. Après, je t'avoue, je me suis un petit peu fait chier de revoir, ça c'est Nintendo, c'est leur ADN, mais de revoir tout le temps les mêmes choses revenir en fait, de voir on peut le dire, des vieux jeux Capcom revenir sur cloud gaming sur leur Switch. J'ai pas eu le déclic. Bon, bien sûr, le Zelda, le Pikmin sont des jeux qui me plaisent, ça c'est indéniable. Après en soi, je me suis dit ok, un Nintendo Direct de plus quoi. Donc j'ai trouvé ça propre, mais pas emballé à outre mesure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'air d'en avoir un petit peu prévu pour tous les joueurs, pour tout le monde. Moi, ce sur quoi je suis sûr de jouer, c'est Pikmin, le jeu de rythme Final Fantasy et le Zelda. Toi, il y a quand même des jeux que tu es sûr de faire ou même pas ? Pikmin et Zelda, c'est les deux vraiment que je vais faire. Sur les autres jeux, j'attends d'en voir plus. Si j'ai le Octopath Traveler 2, j'ai adoré le premier, que j'avais acheté d'ailleurs en collector sur Switch d'ailleurs. Oui, j'aimerais bien refaire le deuxième également. Mais sinon non, c'est bien, c'est que c'est familial, il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, j'ai pas eu ce fameux une nouvelle IP Nintendo. Voilà, moi je rêverais d'une nouvelle IP Nintendo, quelque chose de neuf, quelque chose d'original comme ils savaient le faire il y a 15-20 ans en fait. Là ils sont surtout en train ils sont passés en mode Apple quoi. Ils sont en train de ressucer leur vieux catalogue et ils sortent des mises à jour. Donc on en retient du coup contenu varié, riche, mais ils restent un petit peu sur leurs acquis et ils prennent peu de risques. Complètement. Après ça marche, ils auraient tort de s'en priver, c'est ce que les gens demandent, mais c'est vrai que pour mon cas personnel, je trouve ça un peu gentillé quoi. Cyberpunk 2077, donc le nombre des joueurs a explosé en simultané et suite à la sortie de la série télé sur Netflix, il y a un communiqué de CD Projekt Red justement que je vais vous lire. Chaque jour cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et anciens. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous remercier d'être avec nous, de jouer à ce jeu. Merci les gars. Moi c'était surtout aussi pour les féliciter parce que c'est vrai que quand on voit le démarrage qu'a eu Cyberpunk l'année dernière, même il y a 2 ans maintenant, 2020 oui c'est ça, il y a 2 ans, c'était pas simple, et là de voir que la série télé a vraiment relancé l'intérêt du jeu. Moi-même je suis parti sur un 3e run, je suis déjà à 15 heures de jeu et voilà, donc c'était vraiment pour féliciter la news feel good de la semaine. J'ai l'impression que le jeu revit une seconde jeunesse.
grâce à la force de la série, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je crois beaucoup au cross-média, et là ça montre vraiment que s'il y avait des gens qui étaient passés à côté du jeu, tous les déboires que tu as cités, enfin qu'il y a eu en début, en lancement, et qui étaient pour certains justifiés, pour d'autres un petit peu durs, là au moins je me dis que ça permet à tous de redécouvrir ce jeu, et vraiment il le mérite. Je sais que c'est un de tes gros coups de cœur. Moi je temporise un peu plus, même si j'ai beaucoup aimé le jeu. Mais comme tu dis, c'est une news qui fait plaisir. Au moins, le public est là, les développeurs sont soutenus, et le jeu mérite quand même d'être fait parce qu'il est vraiment excellent. Bah, moi qui fonctionne en cycle, en fait, j'ai vraiment apprécié, parce que la série télé, bon, elle déchire. Derrière, ça m'a donné envie de rejouer au jeu, donc je rejoue au jeu. Je me suis rematé Blade Runner pour la 15e fois. Je regarde la série télé Ghost in the Shell à Rizé en parallèle. Enfin là, ça y est, je suis parti dans un petit cycle cyberpunk, et du coup, bah, c'est cool. Ça permet vraiment de varier les plaisirs, quoi. Je passe sur une news un peu moins feel good. Celle-ci, elle risque de moins plaire à nos auditeurs. C'est une hausse des prix des jeux Ubisoft. Donc les jeux AAA verront leur prix grimper à 80€. Donc je pense que l'on doit un petit peu cette responsabilité à Sony qui a ouvert le bal sur leurs grosses exclusivités à 80€. Petit chiffre assez intéressant que j'ai appris au travers d'une vidéo que j'ai regardée sur jeuxvideo.com. 79% des joueurs PS4 et PS5 achètent leurs jeux en numérique. Donc, au prix fort. Parce que l'argument que j'allais dire, et en préparant cette news, j'allais dire ça, de toute façon, beaucoup de joueurs vont trouver leurs jeux à moins cher sur plein de grandes enseignes, et on sait les trouver. Et je me dis que personne n'achètera son jeu à 80€. La réalité donne un petit peu raison à cette stratégie de Sony. C'est que sur 79% des joueurs achètent en numérique, en tout cas les joueurs PS5 et PS4. Donc c'est là qu'on peut se dire que finalement Ubisoft risque aussi de tirer profit de cette hausse de prix. Surtout que les gammes physiques tendent à disparaître, parce qu'au cœur de la stratégie même de Microsoft, ils vendent des séries S à l'appel grâce au Game Pass, mais quand le jeu n'est pas dans le Game Pass, on l'achète en version numérique, donc au plein tarif. C'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'à mon sens, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est pas prêt de s'arrêter. Et je crois que Kira, tu me parlais d'un jeu, c'est le prochain Batman qui sera à 75€, c'est ça, au prix neuf? Oui, c'est ça. C'est un peu un coup de gueule que je voulais poser aussi, parce que on est à l'heure où tout le monde vante les mérites du Game Pass, du PlayStation Plus par abonnement, où on trouve des jeux vraiment à moins cher, mais à côté, on se fait éclater sur des montants qui sont quand même pour moi assez élevés, 75-80 balles pour un AAA, je trouve ça un peu cher. Quand c'est le fabricant comme Sony, où on sent derrière qu'il y a du taf, c'est leur fonds de commerce ou quoi que ce soit, ok, je peux comprendre. Ubisoft, par contre, avec leur jeu bourré de microtransactions à 75-80€, là je trouve ça un petit peu abusé, clairement c'est du foutage de gueule pour moi. Pareil pour le dernier Batman, le Gotham Knight qui va sortir à 75€. Partout il est à 75€, c'est-à-dire même en physique, pour l'instant je n'arrive pas à trouver une version à moins cher en fait. Donc peut-être qu'il sortira dans un hypermarché quelconque avec une remise Day One, comme ça arrive souvent, mais c'est vrai que là j'arrive au stade où je me dis, est-ce que j'ai envie de mettre 75€ dans ce jeu ? Est-ce que ce jeu va vraiment me plaire en fait au final ? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux attendre 3-4 mois, de l'avoir à 40 balles, et au final pouvoir profiter et être moins regardant sur certains défauts éventuellement en fait ? Ouais, je comprends ton coup de gueule. Et je le rejoins parce que même sur la stratégie de Sony, tu vois, Demon's Souls, il est sorti à 80€, j'ai attendu. J'ai attendu parce que j'ai considéré que 80€ quand même c'était... Voilà, est-ce qu'on est vraiment prêt à mettre 80€ dans un jeu ? Surtout que nous deux ne sommes pas des joueurs occasionnels, donc on consomme quand même pas mal de jeux vidéo, donc si à chaque fois il faut mettre 80€ dans notre nouveau jeu, c'est pas gérable, ça devient compliqué. Pour des joueurs plus occasionnels qui se font vraiment plaisir une fois de temps en temps sur un gros jeu, je me dis peut-être, mais en tout cas ça va pas dans le sens du joueur, parce que je me dis, est-ce que vraiment ces 80€ sont justifiés ? Est-ce que peut-être on aura dans leur prochain jeu une plus-value ? Il sort avec des bugs ou ce genre de choses. Pardon. Peut-être que ça sera pas le cas. Enfin, il faut qu'on voit un avant et après, en tout cas, ces jeux qui sont plus chers. Si c'est vraiment vendre strictement les mêmes jeux, avec le même contenu, avec la même qualité, à plus cher, là, le joueur est vraiment lésé. Et c'est vraiment, je trouve, une mauvaise nouvelle.
Surtout à côté de ça, tu vois, t'achètes ton jeu 75-80 €. On va te proposer un Season Pass à 30 balles. Allez bim, tu rajoutes 30 € dans ton Season Pass, t'arrives à 110 €. Pour peu qu'il y ait une boutique à l'intérieur avec des cosmétiques, des trucs et tout, va falloir repasser à la caisse encore une fois. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Si la proposition était, on vous sort un jeu, 75-80 €. Mais à côté, pas de Season Pass, tout est inclus dans le jeu, du début à la fin. Un peu comme le Jedi Fallen Order, qui est sorti il y a quelques années. Où là, tout était dans la galette et on pouvait le débloquer normalement. Pourquoi pas? Mais là, je sais qu'avec Ubisoft, ça sera pas le cas en fait. Ouais, t'as une bonne idée. Si par exemple on dit le deal c'est les jeux ils sont à 80 €, mais tous les DLC derrière ils sont gratuits par exemple, tu vois. Exactement. Ça a un peu plus de sens. Ouais, bonne remarque. Mais je crois pas que ça arrive. Je pense pas non plus. Hein. Je pense pas que ça arrive, mais c'est une très très bonne remarque. GoldenEye est de retour, tu en parlais tout à l'heure, ça a été annoncé lors de la conférence Nintendo. GoldenEye revient sur Switch et sur Xbox pour le moment. J'ai pas vu la news passer s'il sortait sur l'écosystème PlayStation, je sais pas si tu l'as vu. Non, pour moi il ne sort pas pour l'instant. Je l'ai pas vu non plus. Après, c'est vrai que GoldenEye, c'est un peu la licence un peu bâtarde parce qu'elle appartient à la fois à Nintendo et à la fois à Rare en fait. Donc je pense que c'est un deal qui a dû se signer entre les deux, du coup. Donc le jeu revient dans un remaster, pas un remake, un remaster, donc j'insiste bien là-dessus. 4K 60 FPS bien sûr, enfin du moins sur Xbox, et en plus il sera dispo Day One dans le Game Pass. Petite subtilité, donc il y aura du 4 en écran splitté sur Xbox. Mais du online que sur Switch. Donc en fait, le jeu sur Xbox ne pourra pas bénéficier du online, ce que je trouve un petit peu dommage pour le coup, mais on pourra retrouver les sensations d'antan. Et à côté, sur Switch, étant donné les limitations de la console, il n'y aura pas d'écran splitté, mais il va y avoir du online. Voilà ce qui a été annoncé. Moi perso, je suis chaud, je suis pressé. Bon, c'est un peu la nostalgie qui parle et mes souvenirs ont dû pas mal enjoliver l'expérience de l'époque. Mais avec un gameplay remis au goût du jour, avec les 2 sticks, je dis banco. Ouais, c'est rigolo, ça fait partie, pareil, des news feel good de la semaine que tu proposes. Moi, je trouve ça chouette. Après, on est des nostalgiques aussi de l'ancienne époque du jeu vidéo. Mais en même temps, c'est des jeux efficaces. Moi, GoldenEye, tu le sors en écran splitté à 4, tu te marres, en fait. Je suis certain qu'on rigolera avec ce jeu. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette. À voir si le online arrive sur Xbox aussi, ce serait sympa. Je trouve ça dommage qu'il y soit que sur Switch, mais je pense qu'il arrivera, il n'y a pas de raison. En tout cas, j'espère. Quand il va arriver, on va se faire une petite soirée à 4 justement pour tester un petit peu tout ça. Comme ça, on verra si on est raccord sur la fibre nostalgique en 2022. Si notre skill a évolué avec le temps ou si on est juste devenu moins bon, on verra. Si on est devenu trop assisté. Ouais, carrément. Mais voilà, c'est le genre de jeu efficace et franchement, j'ai hâte de tester. Et c'est une bonne nouvelle pour le Game Pass en Day One, en plus c'est chouette. Continuons un petit peu sur le débrief des conférences avec le State of Play. Alors c'était amusant parce que on se contacte, il y avait pas mal de confs ce jour-là, la conf Nintendo Direct et le State of Play qui était assez tard en plus dans la nuit, il était à minuit le State of Play. Et tu me contactes, tu me dis est-ce qu'il va valoir le coup, je te dis franchement lâche l'affaire, à mon sens il n'y aura pas grande annonce, parce qu'en même temps Sony nous avait dit franchement calmez-vous, c'est un State of Play, il va durer 20 minutes, ça va pas être exceptionnel. Donc ils nous avaient conditionné à passer un moment un peu ennuyeux, mais finalement, franchement j'ai apprécié, assez court, 20 minutes. Et là, c'est pas le State of Play qui va rester dans les annales, mais j'ai passé un bon moment. Le trailer d'ouverture a beaucoup aidé, parce que ça a été une petite surprise. Ils ont annoncé Tekken 8, le jeu de combat illustre. Moi, j'ai commencé le jeu de combat sur Tekken, donc j'étais content de le trouver. Trailer magnifique, je l'ai posté d'ailleurs sur notre page Facebook si vous voulez le retrouver. Et ils ont annoncé après coup, c'est dommage qu'en plus c'était des images de gameplay. Donc franchement, c'était magnifique, c'est super dynamique. Ah ouais, super beau avec des effets de particules un petit peu partout. On sentait la puissance des coups. Donc ensuite, on a eu un Star Wars en PSVR 2. Donc je vais parler du PSVR tout à l'heure, mais c'est pas à mon sens le jeu qui va booster les ventes du PSVR, mais il a le mérite d'être là. C'est plutôt l'annonce suivante qui, je sais, qui ira. Alors là, c'est pour toi, parce que ça a été annoncé au State of Play, mais ça va sortir sur Xbox, sur toutes les plateformes. C'est le Like a Dragon Ishin, donc Yakuza dans un monde féodal japonais. Enfin, féodal, il y aura quand même des pistolets, mais il y a des sabres en mode samouraï et tout. Franchement, ça fait très envie. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait très 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 envie.
Exactement. Moi, c'est l'annonce que je retiens du State of Play. On savait qu'il était dans les tuyaux, mais je pensais pas avec ce design et cette approche. Et je suis très 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 pressé de mettre les mains dessus en fait. C'est vrai que j'ai refait Yakuza il y a quoi? Il y a 2-3 mois. J'ai refait le premier Judgment. Là, je vais rattaquer le deuxième. Et c'est vrai que je suis un peu en manque de nouveautés sur cette licence. Et j'ai vraiment hâte de tester ça, quoi. Pour moi, ce sera Day One, c'est clair. Ouais, j'ai pensé à toi direct, je t'ai envoyé des messages et tout. Enfin, j'étais vraiment content pour toi. J'aime la licence Yakuza, mais pas à ton niveau. J'ai pas fait le Like a Dragon. Mais en tout cas, là, franchement, Japon féodal, moi je suis ultra fan, donc je le ferai aussi, c'est certain. Ils ont enchaîné sur le jeu Harry Potter, donc qui est attendu de ouf. Moi qui franchement me laisse de glace, mais me laisse de marbre, mais certains l'attendent avec beaucoup d'impatience et moi je suis très content de voir cette licence adaptée en jeu vidéo. Après, c'était un jeu ultra chelou, Pacific Drive, donc je saurais même pas le décrire, mais en fait ça a l'air d'être un jeu de survie où on joue une voiture dans un monde un peu paranormal, psychédélique. Enfin, c'était vraiment ultra chelou. C'est vrai que c'est bizarre. Mais par contre, j'ai gardé des images en tête, donc le truc qui m'a quand même assez marqué pour que quand j'en parle, j'arrive à me remémorer le trailer. Ensuite, il y a eu une petite news service avec la volonté un petit peu de surfer sur ce que fait très bien d'ailleurs Xbox, qui est leur système de fidélité autour de leur offre de service. Donc en récupérant des trophées, on débloque des choses, donc on débloquera des points, on débloquera des goodies ou ce genre de choses, mais plutôt des goodies pas physiques, des goodies numériques, un peu à ceux qui ont fait Astro, qui est offert dans la PS5, où on débloque la PS5, la PS1, la PS2 en petits trophées numériques qu'on peut faire tourner et exposer. Bah voilà, ils ont récupéré un petit peu ce principe, donc on débloque des trophées, on débloquera des goodies numériques. On attend plus de news cette fin d'année-là sur leur service qu'ils appellent PlayStation Stars, donc à voir. Et après, on est arrivé sur plus la partie exclue, dont une qui était vraiment étonnante. Donc c'est Project Eve. Donc moi, c'est un jeu qui me tente énormément parce qu'il y a vraiment ça m'a fait penser un peu à Vanquish, à Bayonetta, action RPG très dynamique dans un monde post-apo, un peu barré vraiment en mode japonais. Mais ce jeu avait été annoncé multiplateforme. C'est même Xbox qui l'avait annoncé, pour qu'au final aujourd'hui PlayStation nous dit que c'est une exclue. À voir si elle est temporaire ou pas, mais je crois que PlayStation s'est investi financièrement dans le jeu pour l'édition et le développement, ce qui expliquerait pourquoi ils ont récupéré l'exclusivité. Je pense qu'elle sera temporaire. Et j'espère, parce que autant les premiers trailers faisaient pas trop envie, autant le dernier, franchement, il y a l'air d'avoir une vraie direction artistique, le gameplay est plus pointu, ça donne vraiment envie. Et les deux autres annonces, c'est Rise of Ronin par la Team Ninja. Donc un monde pareil, un Japon féodal avec un samouraï qui est capable de planer et tout, avec des décors magnifiques, vraiment typés japonais. Donc là, ça rappelle Like a Dragon dont on parlait avant, et évidemment, il surfe un petit peu sur la vague de Ghost of Tsushima. Donc il y a un peu deux tendances en ce moment, j'ai l'impression, au Japon, c'est les jeux où on peut gérer sa ferme et faire pousser des poireaux, et les jeux qui se passent dans le Japon féodal. Donc moi, ma préférence va évidemment dans les jeux qui se passent au Japon. Bah ça dépayse quoi. Et ouais, ça dépayse. Et ils ont fini leur State of Play par un trailer qui est God of War, Ragnarok qui arrive. Un des trailers les plus complets. On voit beaucoup de choses en termes de scénario. Certains disent qu'on voit trop de choses. On en voit beaucoup, c'est vrai. Et on en voit surtout à la fin un combat qui a l'air épique avec Odin. Donc le trailer de fin, il a envoyé vraiment du lourd. Donc un State of Play assez intéressant, dynamique, 20 minutes. Et qui s'annonçait être ennuyeux et qui dans les faits franchement était de qualité. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce State of Play? Un peu comme toi, bon, le Yakuza forcément, le Tekken 8 qui m'a vraiment bluffé pour le coup, l'Unreal 5 là, on le voit vraiment tourner et là c'est vrai que ça, moi qui suis pas vraiment jeu de combat de base, j'ai quand même une affection pour la licence Tekken, mais j'ai vraiment envie de mettre les mains dessus pour voir ce que ça donne en mouvement. Sinon globalement j'ai trouvé que c'était plutôt positif en fait, et contrairement à Nintendo qui s'appuyait beaucoup sur ses acquis, Sony ils ont tenté pas mal de choses en fait, ils ont présenté pas mal de choses et en 20 minutes je trouve que ça débitait vachement, tu vois. Donc c'est pas leur meilleur State of Play, mais pour le coup j'ai trouvé ça très 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 passionnant et surtout efficace. Ouais, je suis d'accord.
Alors, je t'avais dit des bêtises, hein. Je t'avais dit franchement, tu peux ne pas regarder, zapper, mais au final, c'était 20 minutes qui sont bien passées. J'ai pas parlé aussi d'un petit jeu qu'ils ont présenté, Demeo ou Dimeo, je sais pas comment on dit, qui est un jeu de cartes en PSVR, dans une sorte en heroic fantasy, où, ça m'avait un peu interloqué. Mais je me suis dit par contre, alors je suis fan de Yu-Gi-Oh, mais s'ils font un jeu Yu-Gi-Oh en PSVR où tu envoies tes cartes et tu vois les monstres apparaître, ouais, ça peut être rigolo. Donc le jeu d'Imeo, en fait, il a fait naître aucune émotion chez moi, mais par contre je me suis projeté en me disant peut-être qu'avec le PSVR on pourra faire des trucs sympas avec les jeux de cartes où ta carte, tu vois, elle se matérialise devant tes yeux en 3D, ça pourrait être assez ouf avec les combats en direct devant tes yeux. Enfin, je trouvais ça, le concept est intéressant en tout cas. Je suis d'accord aussi, et c'est vrai que pour le coup, la technologie VR s'y prêterait en fait. Quand on joue à nos cartes, on s'imagine voir nos dragons sortir, nos invocations, les pouvoirs et tout. Là, le fait de les voir justement face à face, ça serait vraiment, vraiment le feu, quoi. De mon côté, je vais parler de quelque chose de beaucoup moins cool en fait. Donc vous avez dû forcément en entendre parler. Il y a eu un leak massif de GTA 6 suite à un piratage de Rockstar la semaine dernière. Ça a commencé le 18, donc il y a moins d'une semaine en fait. Le code source de GTA 5, le code source de GTA 6 ont été volés, ainsi que 90 vidéos de gameplay de GTA 6. Alors gameplay avec des grosses guillemets en fait, parce que c'est des vidéos en fait de version debug qui datent de 2019. Donc c'est pas les choses les plus récentes. Là où c'est quand même assez grave dans le sens où c'est vrai que GTA Rockstar a toujours été très très fermé sur sa com et vraiment communique de façon très très sporadique en fait sur la sortie de leur jeu. GTA 6, on savait que c'était dans les tuyaux depuis longtemps, on savait que c'était en développement, mais forcément on n'avait encore rien vu. Là, ils ont fait fuiter les personnages principaux, l'ambiance de Vice City par exemple, le suivi des PNJ, les angles de caméra, enfin c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Et c'est un hacker de 17 ans en plus qui a été arrêté avant-hier, qui a fait ça, un Anglais pour le coup. Il avait demandé une rançon à Rockstar pour ne pas mettre en ligne le code source de GTA 5 et GTA 6. Il y a même eu quelques transactions financières avec des personnes sur le net en crypto-monnaie. J'avais lu sur internet que le code source de GTA 5 avait été vendu 100 000 $ en crypto-monnaie, mais en fait c'était une arnaque, il a encaissé les thunes et puis il a jamais rien donné derrière. Donc ça va quand même assez loin. Et pour le coup, moi, ça m'attriste un petit peu, parce que bon, déjà, on sait qu'un jeu comme ça, surtout un jeu comme GTA, c'est un jeu qui coûte des millions, ça on est d'accord, mais surtout il y a énormément de gens qui travaillent dessus, et je pense que les développeurs n'avaient pas forcément envie de voir leur travail, en plus un travail entre guillemets, on peut dire périmé, hein, parce que 2019, c'était quand même il y a 3 ans, tomber sur Internet, et pour le coup, c'est à se demander en fait, en gros, où on va, quoi. Quel était l'intérêt de faire ça? Parce qu'au final, il s'est fait choper, très rapidement, c'était les efforts conjoints du FBI et du gouvernement anglais en fait qu'on menait l'assaut, si on peut dire. Ça lui a rien apporté à part peut-être une notoriété. Derrière, il va avoir des conséquences judiciaires. Et à côté de ça, à part balancer des vidéos périmées, ça a donné rien de plus en fait. Donc je trouve ça un peu triste pour les développeurs. Moi, j'ai pas regardé les vidéos volontairement parce que j'avais pas envie. Hein, clairement, je pars du principe que si le développeur n'a pas envie de nous montrer les choses, c'est qu'elles sont pas finalisées, on va dire. Et voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à ça. Et puis je voulais revenir un petit peu là-dessus. Et également, je voulais revenir sur un fait, j'ai remarqué que beaucoup de sites internet avaient mis en ligne les vidéos, en fait, des comptes Twitter, des comptes Facebook avaient mis en ligne les vidéos, et c'était un peu empressé de communiquer là-dessus. Et ma question, c'est est-ce que pour son audience, il faut partager des vidéos qu'on sait qu'elles ont été piratées, en fait? T'en penses quoi, toi? En fait, c'est des vidéos volées. Hein. C'est ça, complètement.
Moi ça m'a fait de la peine aussi. C'est pour ça qu'on s'était dit, est-ce qu'on communique? Après, on n'est pas le plus gros média de jeux vidéo en France, mais quand même à notre échelle, on s'est dit, bah écoute, on aime le jeu vidéo et on va rester respectueux du travail qui est fait par les développeurs. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, on communiquerait même pas dessus, on n'a rien partagé. Aujourd'hui, on en parle en effet pour partager. Quand même une sorte de tristesse et de soutien vis-à-vis des développeurs. Et moi, il y a deux choses qui m'ont énervé. Il y a évidemment ce piratage et le fait que les développeurs doivent être dégoûtés. Et il y a aussi les joueurs qui ont critiqué le travail de GTA parce que les leaks qu'ils ont vus étaient soit pas beaux, soit techniquement ça leur convenait pas. Enfin, Rockstar s'est fait pirater leur travail, un travail comme tu dis qui est périmé, et en plus certains joueurs, évidemment pas tous, ont trouvé moyen d'attaquer Rockstar en disant ce que vous êtes en train de nous préparer c'est nul, bien fait pour vous aviez qu'à nous présenter des vraies images. Enfin, c'est presque, j'ai l'impression que c'est la double peine pour Rockstar. Ils ont ce préjudice et en même temps ils ont leur communauté qui leur en veut, enfin une partie évidemment de leur communauté parce qu'ils ont reçu énormément de soutien. Et dans tout ce bazar, si je puis dire, il y a quelque chose qui m'a un petit peu touché. Il y a les autres développeurs, tu as vu Kira, qui ont balancé aussi des vidéos de leur alpha pour montrer que une alpha, de base c'est moche quoi. Il y a, je crois que c'est les équipes de Guerrilla, on a vu des images d'Horizon qui étaient hyper moches en alpha, qui étaient même plus moches en alpha que GTA en alpha, GTA 6, mais pour montrer que une alpha c'est des tests, c'est pas fait pour être vu par des joueurs. Enfin, il y a tout un tas de développeurs qui ont balancé leur alpha sur le net pour montrer calmez-vous, une alpha c'est ça. Et ça par contre c'est un petit élan de solidarité, j'ai vu qui était vraiment sympa. Mais est-ce que tu penses du coup que le développement de GTA 6 va être remis en question? Je crois que Rockstar s'est montré rassurant. Enfin, comment tu vois l'avenir du coup pour Rockstar? Justement, j'allais en venir par rapport à ce que tu disais aux développeurs qu'on balançait leurs alphas sur le web pour montrer que au final c'était tout à fait normal. Et ça, c'est vrai que c'est pour le coup c'est le beau geste de voir God of War en alpha alors qu'on a vraiment adoré le jeu déjà par l'esthétisme du jeu, mais aussi par ça permet de voir un petit peu l'évolution qu'il y a en quelques années en fait. Donc ça c'est beau. Après, je me dis tant que le code source n'est pas tombé sur le net en fait, bon. À quoi ça servirait de reprendre à zéro en fait? Le jeu est déjà en développement depuis quasiment 6 ans maintenant. On a vu que au final l'environnement Vice City qu'on connaissait, parce que ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à l'ancien GTA Vice City, donc pour le coup voilà. On a vu les personnages, ok. Après des personnages ça peut toujours se reskiner. En soi, c'est un jeu qui a déjà coûté des millions en développement, donc je vois pas l'intérêt de l'annuler maintenant. Donc je pense pas que ça va porter préjudice à Rockstar. À la limite, ça peut peut-être leur faire une petite com, même si elle est plus ou moins négative, mais au final, les gens, je pense, sont quand même majoritairement touchés. On a toujours des cons qui ont gueulé à tort et à travers. Oui, votre jeu, il est dégueulasse, ça fait longtemps que vous le doublez et tout, c'est pas normal. Enfin, oui, c'est pas normal, mais en attendant, c'est normal. C'est une version de travail, c'est une version de debug. Ça se fait pas en 2 jours sur un PC, forcément. Mais non, je pense pas que ce sera un frein pour Rockstar. Je pense pas non plus que ça va décaler les dates de sortie ou quoi que ce soit. J'espère juste pour eux qu'ils seront plus vigilants sur la protection de leurs données, quoi. Ouais, je crois qu'il y a des offres d'emploi qui sont tombées justement pour renforcer les équipes informatiques de Rockstar sur toute la partie cybersécurité. Mais c'est vrai que ça donne un vrai message d'alerte quand même aux gens. Je pense que suite à ça, je suis certain que tu as d'autres très grosses boîtes du jeu vidéo qui ont lancé des audits internes en termes de cybersécurité. C'est quasiment indispensable parce que ça fait vraiment peur quand même pour les développeurs. Surtout qu'en plus, j'ai regardé en détail ce qui s'était passé, et le hacker, a priori, a juste téléchargé un fichier zip de cette fameuse version de 2019, en fait, qui servait d'exemple à une nouvelle vague de bêta-testeurs suite à un recrutement, en fait. En gros, ils recrutaient des nouveaux bêta-testeurs, en fait. Il y avait ce fichier zip qui était au service formation, on va dire, et le serveur n'étant pas sécurisé, on va dire, celui-ci, vu que c'était des vieilles vidéos, en fait, et il s'est emparé de ce dossier-là, en fait. Sauf que derrière, un copier-coller, quoi. C'est ça, le gars, il a juste fait un copier-coller, sauf que derrière, le gars, il a réussi à accéder au code source de GTA 5 et GTA 6 en passant par ce lien zip, en fait, car il y avait des mémos à l'intérieur avec des accès, en fait.
Donc c'est juste vraiment une erreur que tout le monde pourrait faire au final, car c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des vidéos périmées, mais derrière ça a créé un chamboulement sans précédent en fait. Là pour moi c'est le plus gros hack de l'histoire du jeu vidéo. Ah, je pense aussi, ouais. Un hack de cette ampleur, de mémoire, j'en ai pas un comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle où tout le monde peut facilement servir d'un ordinateur, pour peu qu'on recherche un petit peu, qu'on bidouille un petit peu, c'est vrai qu'il suffit de tomber sur une faille, une opportunité, bim, on rentre dedans, quoi. Pour continuer, on va faire plaisir aux fans de PSVR 2 du coup. On a enfin une vision sur les caractéristiques de la bête, qu'est-ce qu'elle aura dans le ventre. Parce que la presse en fait du jeu vidéo, pas nous évidemment, on nous a pas envoyé notre version du PSVR 2 et on est un peu dégoûté parce que franchement on la mérite, mais en tout cas la presse a pu déjà y toucher et elle est assez conquis. Donc on va retrouver deux écrans 4K OLED avec une résolution assez vénère, quand même 2000 x 2040. Avec en plus un taux de rafraîchissement en 120 Hz qui permet une meilleure fluidité, un rendu plus naturel. Enfin, c'est pour le confort qu'on met une fréquence d'image assez élevée, donc ça c'est plutôt bien. Un champ de vision à 110 degrés, donc ça veut pas dire grand chose, mais je vous expliquerai avec une autre fonctionnalité quel est l'intérêt. Et l'audio 3D. Mais il y a surtout d'embarquer le eye tracking, donc c'est la capacité qu'aura le PSVR 2 à détecter ce qu'on regarde. Il y a deux gros intérêts à ça. Le premier, c'est que quand on regarde par exemple en face de nous, ça permet au PSVR 2 de flouter, ou enfin en tout cas de faire diminuer la résolution de notre vue périphérique. Comme ça, ils économisent des ressources, on s'en rend pas compte, puisque nous on est focalisé sur un seul élément et en termes d'expérience et confort d'utilisateur, ça n'a aucune incidence, mais par contre pour la machine elle économise des ressources, donc ça permet de faire tourner des jeux en 4K justement comme je disais, avec un nombre de FPS élevé, donc ça c'est très bien, et en plus ça permet d'utiliser son regard pour sélectionner des éléments du jeu. Il montrait dans le trailer que je vous partagerai d'ailleurs après la diffusion du podcast pour que vous puissiez mettre des images sur ce qu'on dit. Il montrait une roue de sélection des armes comme on a l'habitude. Vous savez, c'est une roue et avec son stick on sélectionne une direction pour sélectionner l'arme que l'on veut. Et ben là on pourra le faire avec l'œil. Donc ça veut dire que mon pistolet il est en haut, je regarde en haut, je sélectionne mon pistolet, je regarde en bas, je sélectionne mon fusil à pompe. Enfin vous voyez, ça permettra en même temps avec le regard de sélectionner des éléments du hub, enfin les éléments affichés à l'écran. Donc ça franchement c'est très très bien. Minority Report. Ouais, grave, c'est vraiment, c'est ce qu'on attend enfin pas du PSVR 2 en général, mais de l'évolution en tout cas de ces casques de réalité virtuelle. Ouais. Voilà, ça ils ont raison de communiquer beaucoup là-dessus Sony, mais ce sera des fonctionnalités qui seront à mon avis dans le temps embarquées de façon quasi systématique sur tous les casques de réalité virtuelle. Mais c'est très bien en tout cas que Sony communique dessus. Et en même temps, ils ont parlé des manettes Sense qui accompagneront le casque, parce qu'il était aussi important d'en parler. Et naturellement, ils vont embarquer dedans toutes les technologies de la DualSense, donc le retour haptique, la gâchette adaptative. Et en plus, la manette va détecter sur quel bouton on met notre doigt, sans forcément cliquer dessus, mais sur quel bouton on est en train on a positionné notre doigt. Pour donner le sentiment, par exemple, pour reprendre l'exemple d'une arme, si j'ai le doigt sur la gâchette mais que j'appuie pas, on aura ce sentiment-là aussi avec cette manette Sense. On aura le bouton sur la gâchette sans en appuyer, et on aura avec le retour haptique une sensation de voilà, je suis prêt à appuyer sur la détente. Tout ça pour dire, les fans de PSVR vont être vraiment conquis parce qu'il y a un gap technologique là qui est vraiment important et il y en avait besoin. J'ai le PSVR 1 et ok, il y a un petit effet waouh quand on l'utilise, mais sur la durée, moi j'avoue que je m'en lasse assez vite. Qu'avec l'immersion ce PSVR 2, je pense que ça peut faire tourner la balance en faveur de cet appareil. Et au niveau des jeux, ils ont annoncé donc un Horizon Call of Mountain spécial PSVR 2, Resident Evil Village, Firewall Ultra, The Walking Dead en plus. On a les caractéristiques, elles sont convaincantes. On a des intitulés de jeux qui commencent à faire envie. Donc voilà, ça s'installe. Il reste plus qu'une seule grande inconnue, c'est le prix évidemment. Tu tables sur quel prix toi tu penses, Kira, ils vont nous sortir cette bête à quel tarif ?
Là-dessus, je suis un peu pessimiste parce que on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que Sony et les tarifs, c'est un petit peu des assassins quand même. Hein. Je vois au moins 600 euros, je pense, parce que le premier casque était aux alentours de 450 euros. Là, quand on voit le concentré de technologie qu'ils ont intégré dans celui-ci, forcément, va falloir répercuter ça, plus l'inflation. À mon avis, ça va pas être donné, hein, je pense. Hein. Ça va être au moins aussi cher que la PlayStation 5. Ouais, au moins aussi cher, je suis assez d'accord. Pour moi, le très bon prix, qui me paraît un peu bas, c'est 499, mais j'ai du mal à y croire. Le prix que moi je m'étais fixé en tête, c'était plutôt 549. À voir, ce serait le prix de la console. Et si vraiment c'est des oufs, mais là ils iraient un peu haut, mais ils sont capables de tout à raison, 599. Après, c'est pareil, quand je compare à la concurrence, au casque de Meta par exemple, ou celui de Valve, et qu'on voit des tarifs qui vont des fois jusqu'à 1000 euros, je me dis que ça serait vraiment un casque très abordable par rapport à ce que le casque va faire. Après, ça va dépendre aussi surtout de la définition de l'écran, parce que mine de rien, ça compte beaucoup. Mais oui, je pense qu'au final, faut voir ça comme un écran de télé en fait. On achète sa console 550 euros, mais son écran de télé, on va la payer 1000, 1500 euros. Selon les budgets, on peut aller plus haut. Là, ça va être pareil, en fait. C'est pour remplacer le téléviseur, au final. Donc, tu me fais penser que j'ai oublié une petite caractéristique qui est rigolote. C'est que, je crois qu'ils ont appelé ça le mode transparence, je sais plus. Mais en tout cas, en gardant le casque, je pense qu'il y a des petites caméras devant. Et en gardant le casque, on peut à tout moment revenir sur la vision, ce qu'on voit vraiment dans la pièce. Éteindre l'écran de jeu et puis voir ton salon, voir ta télé. Enfin, on peut faire ça à tout moment. Je pense que ça doit aider pour les personnes à qui ça fait vite tourner un peu la tête ou ce genre de choses, de pouvoir à tout moment, tu vois, pendant un temps de chargement, au lieu de rester figé, tu peux regarder ton salon, regarder la personne que tu as à côté de toi. Enfin, ça, sans enlever le casque. Et ça, je trouvais ça plutôt sympa. Et je trouve également, moi qui suis très sensible au motion sickness malheureusement, c'est une feature qui me plaît pour le coup, parce que oui c'est vrai que des fois le temps de chargement, on va avoir des images défiler, des choses comme ça, ça nous met en condition, mais je pense par exemple à Skyrim en VR, j'ai tenu un quart d'heure, hein, sinon j'allais vraiment renvoyer tout ce que j'avais mangé avant, et ce qui m'avait surtout mis à mal, c'était le temps de chargement, où on voit, tu sais, cette espèce de, des fois on voit un personnage, on voit une pièce tournée devant soi et tout, et ça m'avait retourné en fait. Je pense que c'est nécessaire. Après, j'ai une petite question, tu pourrais peut-être me répondre là-dessus. J'ai vu que le PSVR 2 ne serait pas compatible avec les jeux du PSVR 1 en fait. Je me posais la question en fait parce qu'au final, ça reste, même s'il y a plus de technologie, ça reste un récepteur au final, un peu comme une télévision, encore une fois. Et je me demande pourquoi en fait, parce qu'au final, moi je vois ça comme ça, que c'est pour que les gens repassent à la caisse et qu'ils achètent le nouveau VR en fait. Mais après, je me mets à la place de la personne qui a déjà le premier VR et ses premiers jeux. Ça voudrait dire qu'il doit acheter un deuxième VR s'il veut jouer aux nouveaux jeux et garder son ancien casque s'il veut jouer aux anciens jeux. Sachant que le casque est rétro-compatible sur la PS5 en fait, pour quelqu'un qui a un petit appartement par exemple, ça peut vite fait être galère, et surtout, est-ce qu'il va s'emmerder à ressortir son casque avec ses câbles pour le brancher pour jouer à un ou deux anciens jeux au final. Mais en effet, ce que tu as dit, c'est juste la raison, et le gap de technologie est vraiment trop important entre les anciens jeux et le casque VR2. Il y a certainement des questions de prérequis. Il faut utiliser les manettes Sense qui n'ont pas été pensées et étudiées pour les anciens jeux et donc les jeux du PSVR 1. Mais surtout, l'adepte de PSVR, donc qui aime bien ces jeux PSVR 1, il va passer sur le PSVR 2 avec un gap technologique. Là, on est vraiment faut vraiment comprendre, c'est une révolution. On passe il y a plusieurs années qui séparent les deux technologies. Moi, j'aurais aucune envie de repartir sur mes jeux PSVR 1. Faire du rétro gaming sur PSVR 1, faut être accroché quand même. Hein. Donc, tu vois, je pense qu'ils misent là-dessus. Donc, il y a en effet des prérequis technologiques qui font qu'ils n'ont pas envie, je pense, d'adapter. Ils pourraient adapter les vieux jeux sur le nouveau PSVR, mais à un moment, il est temps de tourner la page. Je pense que tu vois, toujours, c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui avec la next-gen qui est finalement plus du cross-gen qu'autre chose, où on est un peu entre deux générations. Là, comme c'est vraiment un outil technologique. Le truc, moi, surtout, qui
c'est en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais jeux VR. Bon, à part le Half-Life qui est sorti sur PC, où là c'était un vrai jeu VR du début à la fin, mais bon, ça a été vraiment limité au PC parce qu'il fallait un certain casque, grosse configuration derrière ou quoi que ce soit. Quand je vois les jeux PSVR qui sont sortis du coup sur l'écosystème PlayStation, je vais plus appeler ça des expériences VR que des jeux à proprement parler. Ouais, à part Moss qui était très bien, le petit jeu avec la souris, je sais pas si tu savais, qui était vraiment mortel, un vrai jeu PSVR, mais le reste, je suis d'accord, c'est plus de l'expérience. Et qui aura envie de relancer ça quand tu auras PSVR 2, tu vois? Bah voilà, en fait, je vois plus ça comme de la démo technique, en fait, parce qu'au final, le Spider-Man c'est marrant, ou le Batman c'est marrant, mais en 25 minutes c'est plié, quoi. Donc les tarifs sont attractifs, mais ça reste vraiment de l'expérience. Et je me dis, bon, Sony a l'air d'avoir confiance en la VR, c'est pour ça qu'ils ressortent un PSVR 2, mais est-ce qu'ils vont se donner le moyen de leurs ambitions? Parce que sortir un casque à 500-600 euros, c'est bien, mais il faut derrière qu'il y ait des vrais jeux. Quand je dis vrais jeux, c'est des vrais jeux complets, avec un gameplay approfondi qui peut se jouer intégralement en VR, en fait. Et pas juste, une démo ou un rail shooter, ou comme ils ont fait pour certains, en fait. Et donc je me dis, est-ce qu'ils préparent vraiment quelque chose? Ils ont quand même les studios, ils ont les licences. Par contre, quand je regarde dans leur rachat dernièrement ou quoi que ce soit, ils n'ont pas vraiment de studios spécialisés dans la VR, en fait. Quand je regarde leurs jeux VR, en fait, ils ont beaucoup sous-traité avec d'autres studios. C'est pour ça que c'est des expériences, donc le budget est quand même plus limité. Mais ils n'ont pas fait de vrais exclus AAA VR. Donc, s'ils sortent un nouveau casque, ça implique qu'ils aient prévu des choses derrière, en fait, pour le coup. Donc, encore une fois, c'est bien pour le futur du jeu vidéo, c'est très novateur, ça fait une belle vitrine, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en fait? Est-ce qu'il y aura suffisamment de gens pour y jouer? Encore une fois, c'est le chien qui se mord la queue, parce que ils sortent un casque VR qui coûte cher, mais ils attendent que les gens achètent le casque pour développer les jeux, pour qu'il y ait suffisamment d'audience, en fait. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de jeu développé, les gens vont pas acheter de casque. Écoute, l'avenir nous le dira, mais c'est le point d'attention exactement autour du PSVR 2. Je suis assez confiant, mais il faut y être attentif, tu as raison. Eh ben écoute, on clôture notre partie news, actualité, c'était assez dense, hein. Il y a eu pas mal de choses pendant ces 2 semaines. J'ai hâte de passer sur la partie jeu parce que tu as parlé d'un jeu que j'adore, mon cher Kira. Alors oui, je vais parler de BioShock, en fait. Pourquoi BioShock? Alors BioShock est quand même un jeu assez ancien, pour le coup, bon déjà c'est un de mes jeux préférés, hein. Je le cale aisément dans mon top 3. Mon top 3 qui a changé dernièrement grâce à Elden Ring d'ailleurs. Enfin, voilà, je voulais parler d'Elden Ring aujourd'hui, donc je l'ai fait. En fait, non, c'est en rapport avec un petit dossier que je parlerai en fin de vidéo sur mon sujet hors sujet, en fait. Et du coup, en potassant un petit peu ce dossier-là, je suis revenu à jouer à BioShock, en fait. Donc j'avais envie d'en parler un petit peu parce que la passion, quoi, hein, tout simplement. T'as bien raison. Alors BioShock, qu'est-ce que c'est? Donc BioShock, c'est un jeu de tir, un FPS, hein, bien sûr, à la première personne, qui a été développé par 2K Boston et qui est conçu par Ken Levine. Ken Levine, en fait, c'est un grand monsieur du jeu vidéo, en fait, qui a été connu grâce à une saga qui s'appelait System Shock, en fait, qui est un immersive sim, en fait, qui est un jeu immersif, où on a plusieurs approches différentes, en fait, où la narration se fait essentiellement par les lieux et que par des cinématiques en direct, en fait, pour le coup. Moi, c'est mon style de jeu préféré, clairement, et donc BioShock est tout à fait dans le délire immersive sim. Le jeu prend place en 1960. Nous y incarnons Jack, un survivant d'un accident aérien en pleine mer, qui découvre la ville sous-marine de Rapture. Donc une ville construite par un mégalomane milliardaire, Andrew Ryan, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin d'y réaliser ses rêves les plus fous d'une société utopique, loin de toute morale extérieure. Donc quand on dit loin de toute morale extérieure, c'est tout simplement il ne sera pas bridé par les droits de l'homme, par l'éthique médicale, par exemple, où le but de cette cité, c'est de faire, d'aller au maximum de ce que l'être humain peut faire. C'est-à-dire en art, sans tabou, aller au maximum de la peinture ou de la musique, par exemple. En médecine également. Donc c'est l'avantage de ce genre de jeu, c'est que ça permet de questionner un petit peu sur la moralité des gens, en fait. Je parlais de System Shock tout à l'heure, donc il est considéré comme un descendant spirituel de la saga, en fait, car on retrouve énormément de mécaniques similaires. Donc le FPS, bien sûr, mais également,
les différentes façons d'aborder les niveaux. C'est-à-dire, on peut très bien arriver comme un bourrin et tirer dans le tas, ou au contraire, utiliser ces plasmides. Les plasmides, c'est des pouvoirs qu'on développe au cours du jeu pour justement inverser la tendance. On va dire occuper un ennemi, l'envoyer à un autre endroit pour passer plus en furtivité, bien que la furtivité soit pas la chose la plus importante dans BioShock, hein, clairement. Au niveau de l'ambiance, on est principalement sur de l'art déco, avec une forte inspiration dieselpunk. Au niveau du gameplay, en fait, c'est un FPS, donc on va avoir une arme dans une main, qui peut être une mitraillette, un pistolet, une batte, par exemple, enfin l'équivalent d'une batte. Donc, et dans l'autre main, on a les fameux plasmides qui sont des pouvoirs, donc on va retrouver du pouvoir de feu, de glace, d'électricité, avec des choses plus exotiques, comme des essaims d'abeilles, par exemple. On peut balancer des essaims d'abeilles pour occuper les ennemis, en fait, voire les tuer comme ça directement, ce qui permet, à côté, de pouvoir les contourner pour les attaquer dans le dos, par exemple. On se retrouve dans la ville de Rapture qui est une ville sous-marine gigantesque. Cette scène me marquera toujours. C'est la scène quand on entre dans la bathysphère, que la bathysphère s'enfonce dans l'océan et qu'on découvre en fait le terrain de jeu qu'on va parcourir tout à l'heure. Et cette scène, en 2022, fonctionne encore très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai en tête. Exactement, oui. Parce que le jeu est sorti en 2007 en fait, donc le jeu n'est pas tout jeune. Il a été réédité en 2016 sur Xbox One et PlayStation dans une version refaite en haute définition, en 60 FPS et surtout une compile avec la trilogie dedans. Parce que BioShock, il y a 2 suites, BioShock 2 et BioShock Infinite directement. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, le jeu tient encore très très bien la route en fait, de par ses thèmes et surtout de par son gameplay en fait. Et c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller, au moins pour le dépaysement. À l'heure actuelle, Netflix travaille sur un film BioShock, donc par le réalisateur d'Hunger Games. Donc d'un côté je suis super chaud, d'un côté c'est Netflix, donc je suis un peu moins chaud quand même, mais j'ai vraiment envie de voir ça au cinéma, entre guillemets, là ça sera à la télévision. Et ça me donne vraiment envie de m'y remettre, malgré que je les ai fait dernièrement. Dans Rapture, la ville est envahie de chromosomes. Les chromosomes, en fait, c'est des mecs qu'on virait psychopathes, en fait, car pour utiliser leur pouvoir, en fait, directement, les gens s'injectent une espèce de substance qui est tirée de limaces de mer, en fait, et arrivé à un moment, ça les rend fous parce que ça les rend dépendants. Et ils ont besoin d'en avoir toujours plus. Sauf que le problème, c'est que le chromosome n'est pas fait en quantité limitée, et donc pour pallier à ça, dans le jeu, ils ont trouvé un système, c'est que cette substance est cultivée à l'intérieur de petites filles en fait. Sauf que pour que les petites filles ne se fassent pas agresser, elles sont toujours accompagnées par un Big Daddy qui est un espèce de gros gars en scaphandre énorme avec une foreuse dans un bras et une mitraillette ou un fusil à pompe dans l'autre en fait. Et donc ça crée un système de mini-boss. C'est-à-dire nous, notre objectif donc c'est d'attraper, sans mauvais jeu de mots, la petite fille pour récupérer cette substance, mais d'abord il va falloir s'attaquer au grand frère en fait. Et là c'est autre chose parce que forcément il est un peu hostile hein, quand même, il est très rapide malgré sa taille, et surtout il faut profiter de toute l'architecture du niveau en fait pour pouvoir justement en venir à bout. Et quand on se retrouve face à lui, en fait, on a vraiment cette sensation on est une petite chose à côté, et il faut trouver le moyen de le vaincre pour pouvoir récupérer la fameuse denrée, en fait. C'est un jeu vraiment que je recommande encore à l'heure actuelle, je ne saurais que vous le conseiller. La bande-son du jeu, en fait, c'est que des musiques sous licence des années 30, 40 et 50, un petit peu comme dans Fallout, en fait, donc on se retrouve vraiment avec une ambiance très très travaillée. Et la partition orchestrale, composée par Gary Shiman, en fait, est vraiment excellente également, car il a su créer des thématiques assez rétro, mais par moments un petit peu futuristes, pour montrer un petit peu le côté dystopique de l'univers. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce jeu, c'est le côté un petit peu moral, tu sais. Parce que t'as dit, il faut du coup capturer ces petites filles pour en extraire de la matière et avoir des pouvoirs. Mais on est quand même en train de capturer des petites filles pour faire des expériences sur elles à moitié. Donc il y a tout ce côté un peu moral qui m'avait beaucoup touché sur le jeu et marqué, c'est ce que je me rappelle le plus. Et tu vois, j'arrive à trouver un point commun entre Dark Souls et ce jeu-là, mais parce que il fait partie, BioShock, des jeux où je me suis posé
où j'ai regardé le décor et c'est le décor qui est venu, enfin c'est l'histoire qui est venue à moi au travers de ce que je voyais dans le décor. Tu vois, telle salle qui était complètement détruite et là tu devines qu'il y avait eu une révolte et tout. Enfin, c'est un jeu où l'ambiance est installée vraiment énormément au travers des décors qu'on va traverser. Et en ça, c'est un des points forts de Dark Souls. Et c'est un des jeux qui m'ont marqué pour ça et qui m'ont fait vraiment découvrir ces jeux qui te racontent une histoire sans te la raconter. L'histoire, elle est là, à toi d'aller la chercher. Et ça, je trouve que c'est une approche extrêmement intéressante dans le jeu vidéo. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, comme toi, je le conseille très, très fortement, ce jeu. Je suis d'accord avec toi, parce que moi, c'est vraiment ce qui me plaît également, c'est de pouvoir rechercher un petit peu comme si on était un archéologue. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette ville qui est majestueuse d'extérieur et qui est ravagée à l'intérieur, déjà, on est accompagné par Atlas, qui nous parle au Toki, en fait, qui est doublé par le regretté Marc Alphos, avec sa voix incroyable. C'était le doubleur de Russell Crowe dans Gladiator, en fait, qui nous accompagne tout au long du jeu en nous prodiguant des conseils et en nous indiquant certaines choses à faire. Plus, tout au long du jeu, on va trouver des voxophones, en fait, qui sont comme des petits magnétophones, en fait, qui souvent expliquent ce qui s'est passé dans la pièce. On va arriver dans une pièce, on va voir un cadavre, à côté il y a un voxophone, et on va voir, enfin, ce voxophone va raconter les derniers instants de cette personne, en fait. Donc généralement c'est en plusieurs parties, on va en avoir 4-5 en fait, et en écoutant ces 4-5 voxophones, on va avoir la trame globale de ce qui s'est passé. Et donc déjà ça crée un lore incroyable parce qu'on voit on entend ce qui s'est passé avant, mais aussi ça fait travailler notre imagination, parce qu'au final on voit juste un cadavre avec à côté des explosions par exemple, et ça permet de comprendre ce qui s'est passé, comme tu dis, s'il y a une révolte ou des choses comme ça en fait. La série BioShock aussi permet de mettre également un autre thème en avant, qui est la lutte des classes en fait, essentiellement dans BioShock 2 du coup, mais c'est bien, c'est que ça permet de voir aussi jusqu'où on peut aller sans morale au détriment de la population en fait, de voir est-ce qu'au final la morale qu'on a actuellement, morale ça peut être on va dire une morale légale ou une morale spirituelle, mais est-ce qu'au final c'est pas ça qui fait de nous des humains en fait, est-ce que un monde sans tabou, sans morale, n'est pas au final un monde voué à disparaître, tout simplement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable, parce que malgré qu'on soit dans un FPS, hein, ça reste un FPS, c'est-à-dire on avance, on tire, et ben on peut quand même se questionner, on peut quand même comprendre et se dire mince, comment ils ont fait pour en arriver là, quoi. Ouais, sacrée licence. Tu vois, t'en parles, ça réveille chez moi des sacrés souvenirs, et ouais, très 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 bon conseil de jeux vidéo. Est-ce que j'enchaîne sur mon jeu, Kira ? Oui, vas-y. Je pourrais en parler des heures encore, mais il faut... C'est un autre délire, hein. Moi je vous préviens, mon jeu, c'est un petit jeu indépendant, donc ça a vraiment pas la puissance et l'aura d'un BioShock. Je vous raconte le scénario. Donc en fait, on joue un mouton. Donc déjà, vous voyez, autre style, autre ambiance. Donc le jeu, c'est Cult of the Lamb. Donc on joue un mouton qui est le dernier de son espèce, parce que il y a 4 entités maléfiques qui ont un peu terrassé tous les autres membres de notre espèce. Les 4 entités finissent par nous trépasser aussi, mais il y a une 5e entité qui rentre dans le jeu. Donc par entité, j'entends un peu à la Lovecraft, hein, vous voyez, des grands anciens, un peu des dieux en mode monstre. Et il y a un 5e qui rentre dans le jeu, qui nous ressuscite. Et il nous dit, ok, je t'ai ressuscité, mais pour moi, tu vas aller tuer les 4 autres entités. Et nous, on dit banco. Et cette 5e entité nous donne un pouvoir, elle nous donne une couronne qui nous permet d'asservir d'autres personnages. Et tous les personnages sont en mode un peu à l'Animal Crossing, c'est d'autres animaux, t'as un éléphant, une araignée, enfin bref, ils ont l'aspect d'un animal. Fort de ce scénario, on est là pour aller tuer ces 4 entités avec notre pouvoir magique qui permet de créer des cultistes, donc des personnes, d'asservir d'autres personnes pour les faire rentrer dans notre culte. Et donc, il y a 2 phases, et donc ça va vous rappeler Nintendo Direct. Il y a une phase où on gère notre culte, donc on va construire des fermes, justement, on va récolter de la nourriture, on va récolter des ressources, du bois, de l'or, de la pierre, on va construire des bâtiments, des temples, pour qu'ils puissent se vouer à notre culte, on va créer des dispensaires si jamais nos adeptes sont malades. Donc il y a toute une gestion en fait de culte qui est vraiment très bien fait. Et une fois qu'on met notre petit culte sur pied, on les envoie faire des travaux, récolter du bois, de la pierre, etc. Nous, on s'en va dans des donjons. Et donc, il y a 4 grandes zones
4 grandes zones qui ont elles-mêmes 4 sous-parties. Donc on rentre dans un donjon, on fait une première zone. Donc les donjons, c'est vraiment à la Zelda, hein. En fait, on a une pièce, on passe d'une pièce à l'autre et vu un petit peu sur le dessus. Et là, c'est du hack and slash. On a un bouton pour taper, un bouton pour faire des roulades et un bouton pour utiliser un pouvoir. Donc tu vois, c'est vraiment un gameplay ultra basique. Et on va traverser le donjon, récupérer des ressources, des trésors. À la fin du donjon, on a un mini-boss. On fait ça 4 fois dans un donjon et on arrive à l'entité. Hop, on doit tuer l'entité. Et ça pour les 4 entités. Entre chaque petite partie de donjon, c'est ça qui est sympa, on revient un petit peu plus fort avec des nouveaux pouvoirs, avec des ressources. Et on va améliorer notre culte. On va construire des nouveaux bâtiments, on va recruter des adeptes. Et petit à petit, on va faire grandir ce culte qui va permettre d'améliorer notre personnage et de le faire monter en pouvoir. Tu vois, donc vraiment la force de ton personnage est en lien direct avec la force de ton culte. Plus tu as d'adeptes, plus tu vas récupérer des points qui vont permettre de débloquer des nouveaux bâtiments, des nouvelles améliorations, des nouvelles armes pour les donjons justement. D'accord. Et c'est cet aspect qui est vraiment très sympa parce que tu vois, tu vas mixer un petit jeu de gestion qui est assez rigolo avec un aspect plus roguelike où tu vas devoir traverser des donjons, tuer des mini-boss, etc. Donc tu as une vraie partie dynamique et tout sympa, assez avec un petit peu de challenge sur la partie donjon et la gestion de notre culte. Donc c'est en point fort, c'est ça, tu vois, c'est assez varié, c'est plutôt fun à jouer. La direction artistique est assez rigolote, c'est bourré d'humour. Et parce que tu vois, dans ton temple, tu peux faire des rites sacrificiels. Donc tes adeptes, tu peux les tuer pour récupérer soit de la thune, soit pour, tu vois, faire augmenter la dévotion de tes adeptes. Tu peux aussi faire des rites funéraires, tu peux faire des cérémonies, tu peux te marier avec tes adeptes, tu peux leur faire des lavages de cerveau pour qu'ils travaillent jour et nuit et qu'ils te récoltent du bois. Tu vois, tu manques de bois, tu peux leur faire un lavage de cerveau et pendant 2 jours, ils vont récolter du bois sans être fatigués, sans avoir faim, sans rien. Enfin, tu vois, c'est bourré d'humour. J'ai passé un excellent moment, c'est assez varié. En point un peu moins positif, on rentre assez vite dans une routine parce qu'on fait notre donjon, on va gérer notre culte, on retourne dans un donjon, on va gérer notre culte. Pour pallier, et je pense qu'ils étaient conscients de ce petit point faible, donc pour pallier, ils ont rajouté quelques petits PNJ qu'on peut aller chercher et faire des petites quêtes pour eux à l'extérieur des donjons, donc ça c'est plutôt sympa. Mais sinon je l'ai fini en une dizaine d'heures. Le jeu vaut 25€. C'est une bouffée d'air frais, tu vois, c'est un petit jeu qui se prend pas au sérieux, qui est rigolo, qui est fun, et j'ai passé vraiment un excellent moment sur ce jeu, donc je le recommande chaudement. Moi, c'est un jeu qui me tente beaucoup parce que c'est tout ce que je kiffe dans un jeu comme ça en fait. Je pense que je vais le faire, j'attends qu'il baisse un petit peu quand même, mais je pense que je vais le faire prochainement en fait. Dès que j'attends les premières promos sur le live, je le prendrai directement. Gentiment, je l'appelle l'alter ego démoniaque d'Animal Crossing. En fait, oui. Tu vois, c'est le même délire. T'as ton petit village, tes voisins, c'est des animaux, et c'est pour ça me fait penser à Animal Crossing, mais vraiment l'alter démoniaque. Sauf que les voisins, tu leur laves le cerveau, tu les fais bosser. Voilà, sauf que les voisins, tu fais justement ce que tu peux pas faire dans Animal Crossing, c'est leur faire vivre un enfer, tu vois, et c'est assez rigolo. Donc, on peut pêcher, capturer des insectes, en plus un peu dans le même délire qu'Animal Crossing. Enchaînons sur nos sujets hors sujet, et en plus on vous a gâté cette semaine parce que c'est des sujets hors sujet et on va réussir à faire des petits liens avec le jeu vidéo. Mais avant, est-ce que Kira, t'as eu des petites anecdotes cette fois-ci? La dernière fois t'avais dit que quelqu'un s'était rasé la tête en écoutant notre podcast. Non, juste une personne en fait qui n'habite pas du tout en France, qui habite au Canada, qui est tombée sur notre podcast par hasard en fait et qui m'a contacté sur les réseaux pour dire que ça lui avait plu pour le coup et que c'était assez prometteur et que le rythme était bon, surtout dans le dernier épisode en fait. Donc au final, je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière et c'est là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir essayer d'être plus fluide, on va dire, dans notre façon de parler, surtout plus concis et plus imagé dans notre façon d'expliquer les choses en fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de support visuel, c'est que de l'audio pour le coup. Donc il faut essayer d'être imagé et de donner davantage d'exemples peut-être. Exactement. Et c'est riche de ces partages hein, justement, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre avis, de votre ressenti et de nous dire comment vous voulez voir ce podcast évoluer. En tout cas, nous on prend toujours énormément de plaisir à le faire évidemment. On a même une personne
qui écoute notre podcast en Harley Davidson, donc ça c'est plutôt, j'ai trouvé que c'était assez classe. Assez classe quand même. Ouais, franchement lui il est classe. Mais en tout cas voilà, c'est un vrai plaisir de l'animer pour vous, donc on attend vos retours sur les réseaux sociaux. Vraiment on a besoin de votre force. Bon, Kira, t'as préparé un petit dossier pour nous. J'ai hâte de t'entendre. Je connais le sujet, on en a déjà parlé, mais vas-y, je te laisse la parole et fais-nous vivre un univers punk comme on les aime. Alors oui, mon sujet hors sujet, ça va être... ça va pas vraiment être hors sujet en fait, car ça va être très lié aux jeux vidéo, mais c'est surtout... on parle beaucoup de cyberpunk, on parle beaucoup de steampunk, qui sont des univers punk en général en fait, et ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de plusieurs univers punk en fait, donc je vais pas tous les citer car il y en a beaucoup, donc j'ai pris une liste, mais la liste qui me touche le plus personnellement, qui me paraît la plus pertinente en fait. Pour expliquer ce qu'il en est et surtout vous donner des conseils si jamais vous souhaitez vous plonger dans tel ou tel univers en fait. C'était plus dans ce sens-là. Super, ok. Donc au départ, je vais commencer par le plus connu, c'est le cyberpunk. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les univers punk partagent un point commun, c'est la dystopie en fait. Donc c'est un futur entre guillemets négatif. C'est si jamais on pousse les potards d'une certaine chose au maximum, on arrive dans une société déviante. Donc on va avoir par exemple le cyberpunk, donc en premier thème. Donc pourquoi je parle de celui-ci ? Parce que c'est le plus parlant au final pour tout le monde, déjà grâce aux jeux vidéo. Et surtout, c'est celui qui est le plus représenté à l'heure actuelle. Donc, à la base, le cyberpunk, c'est un genre littéraire de science-fiction et qui a créé une tendance. C'est-à-dire, c'est grâce à cet univers, en fait, où ils ont rajouté la notion de punk après chaque mot. Et donc, ça a créé des dérivés derrière. Donc, ça a créé un nouveau genre. Donc, on va retrouver du cyberpunk, on va retrouver du steampunk, par exemple. Le cyberpunk, ça se caractérise par une vision sombre et dystopique de l'avenir, donc ce que je disais tout à l'heure, où la technique a atteint un tel niveau en fait qu'elle a été fusionnée avec l'humanité. Donc ça a permis d'augmenter l'être humain via des prothèses mécaniques par exemple, donc qui tout simplement a changé l'intégralité de son corps en fait. Et donc ça permet de questionner sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'est le corps humain ? Est-ce que l'âme est liée au corps ou est-ce qu'au final l'âme c'est pas autre chose ? Donc ça on va le retrouver dans Ghost in the Shell il y a une différence aussi entre le cyberpunk occidental et oriental en fait. Quand on voit le cyberpunk américain en fait, on va plus taper sur un univers foisonnant mais avec moins de questions éthiques sur ce qui est l'âme on va dire. On va plus être sur des questions sur le marchandage du corps humain tout simplement. Donc le monde est devenu malsain par la pollution, la surpopulation, l'oppression des entreprises. Dans un univers cyberpunk, c'est les entreprises qui dirigent, c'est même plus des gouvernements en fait, donc on va se retrouver avec Google qui va gérer un pays, ça c'est le genre de choses qu'on peut voir. Tout le monde est ultra connecté en fait, et au final, les gens sont un peu devenus des coquilles vides en fait, car la notion, la frontière entre la vie et la vie virtuelle en fait est devenue de plus en plus mince à cause d'un plan où les gens sont directement raccordés à internet mais sans interface extérieure, tout se fait directement dans la tête. Donc on va retrouver des ghettos, des gangs, on est dans une société multiculturelle avec beaucoup de fusion de cultures. Ça va être très lumineux avec une ambiance souvent avec des néons partout, de la pluie un peu toxique qui tombe systématiquement, ça parle de piratage informatique, de combat numérique. Donc on se retrouve vraiment dans un univers au final qui est quand même assez proche du nôtre, sauf que là où nous on a encore un téléphone portable ou une tablette ou un ordinateur pour être connecté à internet, là on enlève totalement cette constante là, le téléphone c'est nous en fait directement. Ok. En termes d'ambiance, moi je vais vous conseiller le film Blade Runner par exemple, bien que Blade Runner a une esthétique cyberpunk, mais en soi, on peut pas dire que ce soit vraiment un film cyberpunk en fait, car même si on va retrouver des androïdes, il n'y a pas vraiment de notion d'humain augmenté en fait. On va avoir la notion de est-ce que l'androïde, l'intelligence artificielle a une vraie conscience, contrairement à Ghost in the Shell où là c'est de l'humain augmenté qui se demande s'ils sont toujours humains en fait. Donc c'est là qu'on voit vraiment le grand écart entre la partie américaine ou la partie japonaise. En série télé, on va avoir du Altered Carbon ou Ergo Proxy pour du manga japonais. Pareil, même thématique, sauf que là, on est sur du domaine d'une série télé. Donc, au niveau du jeu vidéo, on va avoir du Cyberpunk 2077, bien sûr. Naturellement. Ou le jeu Observer, que je vous conseille fortement. Et en livre, on va avoir le Neuromancien, qui est à l'origine du Cyberpunk, concrètement. Ou Transmopolitan en comics, que je vous conseille également fortement.
Je sais que toi, tu en as vu ou lu pas mal sur ce sujet. Je sais que toi, le cyberpunk, maintenant, tu commences à pas mal maîtriser. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus ? Non, t'as très bien décrit la chose. Moi, mon livre de chevet, c'est le Neuromancien, du coup, que j'ai lu pour la partie cyberpunk. C'est avec ça que j'ai fait un peu ma culture du cyberpunk. Et ce que j'aime dans le cyberpunk, pour le récapituler, tu l'as très bien dit, c'est le rapport de la technologie au corps. Parce que notre corps est bourré de technologie, on rajoute des implants, c'est vraiment l'homme augmenté. Et c'est ce rapport entre la technologie et est-ce qu'on est encore un être humain ou pas que je trouve toujours très séduisante avec le cyberpunk. Voilà, exactement. Après, je vais parler d'un deuxième genre qui s'appelle le steampunk, en fait, pour le coup. Donc, on va revenir en arrière. Le steampunk, on peut dire qu'il existait même avant le cyberpunk, sauf que le terme n'existait pas, en fait. Par exemple, les récits de Jules Verne ont beaucoup été... sont toujours assimilés à du steampunk, en fait. Quand on pense à du 20 milieux sous les mers, ou Voyage au centre de la Terre, en fait, on va se retrouver dans cette constante-là. Pourquoi ? En fait, parce que la force du steampunk, déjà, c'est que c'est une uchronie intemporelle. C'est-à-dire, on peut très bien faire un film qui se situe au 21e siècle, steampunk. En fait, on va prendre tout ce qui est machine à vapeur, par exemple, tout ce qui s'est situé tout ce qui a été créé avant la Première Guerre mondiale, en fait, et donc évoluer la technologie à base de ça. Donc, c'est-à-dire, on va se retrouver avec la Tour Eiffel, par exemple, donc des structures très métalliques avec des moteurs à vapeur, avec des espèces de grands câbles métalliques également, des rouages, qui fait que ça va créer l'identité visuelle du steampunk, en fait. Et de là, on va utiliser tous les codes de la révolution industrielle pour justement avancer dans cet univers. Donc c'est un univers du coup qui paraît plus vieux, mais qui peut aussi être très moderne. On peut très bien se retrouver avec des équivalents de téléphone portable dans un univers de steampunk, en fait. Donc c'est comme si on n'avait jamais inventé le moteur à essence, on avait continué sur le moteur à vapeur et on avait créé un univers autour de ça. Esthétiquement, on va retrouver le château dans le ciel, donc du studio Ghibli, qui est du pur steampunk. En film, on va retrouver Wild Wild West, donc une grosse daube concrètement, mais derrière, on va retrouver vraiment toutes ces technologies mises en avant, en fait, donc ce qui est quand même super, super joli à regarder. Au niveau des jeux, on a BioShock Infinite. Le BioShock 3 est un jeu steampunk, en fait, contrairement au BioShock 2, ou BioShock 1 même. Les Dishonored, également, d'Arkane Studio. En termes de série, Arcane, dernièrement, qui est sortie sur Netflix, qui est une excellente série que je vous recommande, qui est pareil, du steampunk à gogo, avec des composants magiques en plus. C'est l'avantage du steampunk, c'est qu'au-delà de la mécanique, on rajoute un petit peu de magie, en fait, qui permet de faire évoluer les choses d'une certaine manière. Et ça se fait de plus en plus dans le steampunk, et ça est devenu maintenant une des composantes principales. C'est-à-dire, on va avoir la technologie vapeur d'un côté, comme dans Fullmetal Alchemist, et à côté, on va avoir justement l'alchimie, donc cette espèce de ressort magique qui permet de créer un monde totalement à côté. Puis il y a bien sûr tous les récits de Jules Verne, que je vous conseille fortement, ça reste de la culture, après tout. Alors moi, on parle de steampunk, je pense machine à vapeur, comme tu as dit, je pense engrenage, je pense aussi les zeppelins, tu sais, les gros dirigeables là dans le ciel. Les zeppelins, tout à fait. Et ma référence, c'est Last Exile en animé, qui est très très bien, un animé de 2003. Fullmetal Alchemist, tu l'as dit aussi, et Drifting Dragon, qui est en cours là en manga, qui est vraiment pas mal. Alors le zeppelin, tu vas voir, en fait, c'est plus sur le sujet d'après, en fait. Le zeppelin, c'est davantage du dieselpunk, pour le coup. Le dieselpunk, en fait, alors on va dire, c'est le monde que je préfère, en fait, esthétiquement en tout cas. C'est un monde qui est très typé art déco, pour le coup, qui se produit alors c'est arrivé dans les années 90, mais ça a vraiment été popularisé, le nom dieselpunk, au début des années 2000 directement. On se retrouve dans un univers, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça commence dans les années 30, ça finit dans les années 50. Donc on se retrouve avec des dirigeables géants, en fait, contrairement au steampunk où c'est plus des avions à hélice. Okay. Tu vois. Donc on va se retrouver avec des dirigeables gigantesques, en bois, en laiton, des grands zeppelins en acier directement, avec des gros moteurs diesel. Les clichés de la période sont saupoudrés également de fantastique, mais plus d'occultisme, en fait. C'est-à-dire, contrairement à du steampunk
steampunk, on a de la magie. Là, ça va être plus de la magie noire, des sciences occultes, des sciences démoniaques, en fait, qui ont été rajoutées à ça, en fait. Disons que là où le steampunk, on se retrouve sur un peu plus gothique. Côté, voilà, plus gothique, tout à fait. Là où sur le steampunk, on se retrouve sur un côté plus lumineux, là, on est plus sur la face sombre du steampunk. Ça serait du steampunk qui aurait évolué de façon négative, ça donnerait du dieselpunk. Ouais, c'est vrai que le steampunk, c'est plus féerique, peut-être, ouais. Voilà, c'est ça. On se retrouve avec des grosses machines improbables, des moteurs diesel démentiels, de la fumée noire. On se retrouve aussi dans un côté art déco, donc avec beaucoup de marbre, avec des sculptures énormes en pierre, des villes plus gothiques. On va avoir par exemple la série Batman, The Animated Series, donc celle que j'affectionne tout particulièrement. C'est du dieselpunk en fait. Ok. D'accord, je vois. En série télé, on va avoir Les Maîtres du Haut Château sur Prime Video. C'est du dieselpunk. Au cinéma, on va avoir Captain Sky et Le Monde de Demain ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, donc qui sont pas de bons films, hein, soyons nets. Par contre, qui représentent très très bien cet univers en fait. Et bien sûr, dans les jeux vidéo, on a BioShock, bien sûr, 1 et 2, et surtout Final Fantasy VII. Ah oui, bien sûr, évidemment. Qui sont des gros représentants du dieselpunk. En livre, je vous conseille la saga Léviathan. C'est des romans de Westerfield qui sont très très bons. C'est en 3 ou 4 romans de mémoire qui posent bien les bases justement du dieselpunk. Et c'est dans ces romans-là qu'on a eu la première appellation dieselpunk justement. Et vous avez aussi Rocketeer en comics, qui est également un film en fait, qui est vraiment un film noir avec des éplins géants, un gars avec un jetpack dans le dos. Enfin, je vous recommande fortement, c'est très très cool. Derrière, moi j'ai l'Atom Punk, donc là on est plus dans un univers donc, qui a évolué avec le nucléaire, mais cet univers est souvent à la limite, voire a franchi la limite du post-apocalyptique. C'est-à-dire en gros, l'atome a été conquis et fait partie de notre vie de tous les jours, mais malheureusement il y a un moment ça a foiré, c'est parti en live et c'est devenu du post-apo en fait. Donc ça prend un style plus moderne, généralement années 70, années 60-70 même, la révolution nucléaire, la conquête spatiale, la guerre froide. Donc ça, c'est les thèmes de l'Atom Punk. Pour désamorcer, souvent on a un humour un petit peu plus décalé, qui est souvent même omniprésent, c'est-à-dire on a un contraste entre ce qu'on va voir et ce qu'on va vivre en fait. Oh là là, les radiations, grâce à ça vous avez un 3e bras, vous êtes plus productif au travail, enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça fait sourire, mais en fait c'est plus une critique acide de cette période en fait. L'Atom Punk a ses propres éléments punk également en fait, c'est-à-dire il va pas partir dans un délire d'une époque figée, même si on reste dans les années 80 en fait, si tu veux, mais peut très bien partir aussi dans une version utopique, c'est-à-dire on va avoir des séries télé comme les Jetsons, c'est une vieille série des années 70, qui montre de l'Atom Punk, c'est-à-dire un monde où on a conquis l'espace, on est bloqué dans un univers rétro à l'année 70, mais on va avoir un four à micro-ondes nucléaire par exemple. Donc pour montrer que c'était plus un dessin animé marrant, mais un dessin animé de propagande quoi. Et on arrive à un stade où la technologie évolue tellement rapidement que la société n'arrivait pas à suivre, et donc du coup ça accrète derrière les fameuses explosions, et on se retrouve dans un univers post-apo à la Fallout justement. Et donc Fallout, c'est de l'Atom Punk en fait, mais de l'Atom Punk qui a mal tourné directement. Donc toutes les petites vidéos Pip-Boy, les vidéos Vault ou ce qu'on entend directement à la radio, et bah c'est typiquement ça. On a un humour acide sur des faits graves en fait. Au niveau des films, on a la 20th Century Boys au Japon. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Où là, on voit justement la fin de l'Atom Punk en fait, la peur du nucléaire directement. Et aussi la série Futurama. La série Futurama, lui, c'est une série plutôt utopiste où l'Atom Punk est justement monté au maximum. C'est-à-dire, il y a des radiations partout, mais on arrive à vivre, on part dans l'espace grâce à ça, et donc ça fait partie justement de cet univers. Pour finir, je vais avoir le biopunk. C'est le cousin biologique du cyberpunk en fait. En fait, le biopunk, c'est évoluer l'être humain, mais via la biologie. Donc il n'y a pas de mécanique, de choses qui ont été rajoutées. Plutôt la génétique alors. Voilà, génétique à fond, okay. Du clonage, booster au maximum les caractéristiques humaines. Donc là, le métal et la technologie est remplacée par du piratage biologique, la modification génétique et l'amélioration organique en fait. Et en gros là, ça questionne plus sur des côtés théologiques. C'est est-ce qu'on peut
entre guillemets, se considérer comme Dieu, en fait, en modifiant ce qui nous a créé à la base, en fait. Donc souvent, le cyberpunk, il s'intéresse à l'homme contre la machine. Là, le biopunk, c'est l'homme contre le post-humain, en fait. Et la grande question, c'est où s'arrête l'être humain, au final. En termes de cinéma, on va avoir Bienvenue à Gattaca, que je vous conseille fortement, Jurassic Park, qui est du biopunk, en fait. Donc le fait de ramener à la vie une espèce qui a disparu pour en faire une attraction et que l'espèce reprend ses droits, c'est du biopunk. La série télé Au-delà du réel, on a beaucoup parlé dans pas mal d'épisodes, justement, parce que déjà c'était pas très très cher à faire au départ, mais justement sur les modifications génétiques. En jeu, bien sûr, on a la saga Resident Evil. Impossible Creature, c'était un jeu qui était sorti sur Wii à l'époque, où on pouvait mélanger des espèces différentes pour créer des espèces de chimères, c'est plutôt cool. Et au niveau des livres, on a Xenogenesis et Deadman Wonderland, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas du tout. Deadman, c'est un manga que je te conseille fortement aussi, c'est sur une personne qui a été modifiée génétiquement et du coup qui se retrouve un peu à péter les plombs. Donc c'est plutôt intéressant. Pour le coup, ça questionne différemment. Donc c'est pas le genre le plus connu, car on peut pas faire un film totalement lié là-dessus, mais on peut très bien les combiner. On peut très bien commencer vers du cyberpunk et du biopunk et avoir deux visions des choses qui s'affrontent. Ça c'est déjà vu par exemple. Et je vais terminer sur un petit point vite fait qui est assez marrant, c'est qu'il y a un genre qui a été créé, le genre le plus récent, qui s'appelle le solar punk en fait. Qui a été créé il y a 1, 2, voire 3 ans maximum, où là le futur il est optimiste. Les thèmes, c'est l'écologie, les énergies renouvelables, la fin des inégalités sociales grâce à la technique en fait. Ce qui est marrant, c'est que le terme solarpunk existe depuis 2 ans, mais au final, Starfleet de Star Trek, c'est du solarpunk en fait. Ok, ah oui, c'est ancien. Ouais. En fait, Starfleet dans Star Trek, ils ont plus de monnaie, tout le monde est égalitaire, tout le monde travaille juste pour le besoin commun. On se retrouve sur une planète qui a été totalement expurgée de toute pollution, en fait. Et bah ça, c'est du solarpunk. Voilà. J'espère que j'ai été clair, que ça n'a pas été trop indigeste dans le sens où c'est des choses qui sont très visuelles, donc c'est difficile de les expliquer et de donner des images là-dessus, quoi. Non, c'était très intéressant parce que tu as su illustrer avec des exemples. Donc franchement, non, moi, j'ai découvert des choses parce que je les connaissais pas tous, évidemment. Et c'était vraiment très intéressant. Et comme en plus, on a bien travaillé, moi je vais vous parler d'une série, en sujet hors sujet, mais qui a un lien avec ton sujet et qui a un lien avec le jeu vidéo en plus. Donc tu vois, on a bien travaillé cette semaine. Donc c'est vous parler de la série Cyberpunk, Edge Runners. Donc elle est sortie sur Netflix, comprend 10 épisodes de 20-25 minutes. C'est fait par le studio Trigger, donc un studio vraiment qui est très très bon en animation, à qui on doit Kill la Kill. Pour ceux qui connaissent, il y a une grosse fanbase de cette série. Alors déjà, première chose à dire, et on m'a posé la question quand je préparais le podcast, il n'y a pas besoin d'avoir fait le jeu vidéo pour regarder cette série. Donc même si vous n'avez pas fait le jeu vidéo, je vous conseille très fortement cette série. Et si vous avez fait le jeu vidéo, vous verrez des petits clins d'œil qui sont purement esthétiques mais qui sont sympas. Et donc l'histoire prend place, on suit en fait David qui est un adolescent dans cet univers cyberpunk, donc dans la ville de Night City, qui est dans une université université vraiment d'élite, où c'est justement, tu faisais référence aux grosses entreprises, ce qu'on appelle aux corpos dans le monde cyberpunk, qui régissent un peu le monde. Et ben il est dans cette université, sauf que lui vient des bas-fonds. Donc il y a toujours en plus ce lien avec en thème l'ascenseur social et les différentes classes sociales. Et donc sa maman, ce petit jeune, elle fait tout pour lui payer des études dans cette grande université pour que justement il puisse gravir les échelons et devenir quelqu'un dans cette société qui a plutôt tendance à écraser l'individu. Donc on suit ce David, j'en dirai pas beaucoup plus parce que le scénario il est extrêmement bien écrit, mais quand je dis qu'il est vraiment bien écrit, c'est qu'on a atteint un degré rare quand même d'écriture, qui d'ailleurs une des qualités aussi du jeu Cyberpunk, c'est que le scénario est très très bien écrit. Et donc dans cette série on va aborder le thème de l'ascenseur social, comme je disais, du rapport de l'homme à la technologie, donc tu en parlais tout à l'heure avec le Cyberpunk, des méga entreprises et des lobbies qui prennent le pas sur les gouvernements et qui finissent par régir un petit peu le monde, et en même temps dans le cyberpunk qui est Night City, c'est une ville un petit peu, quand on est dans les bas-fonds, qui est vraiment crade, dur à vivre. Donc il y a aussi le rapport à la drogue, évidemment, à l'accoutumance à différentes substances qui permettent justement en plus de s'augmenter physiquement avec plein de technologies. Et il y a une partie romance aussi qui est très très bien faite. Donc le directeur de cette série, c'est Hiroyuki Imaishi, qu'on connaît pour Gurren Lagann, qui est une excellente série, pareil, que j'adore. Et à la musique,
On a Akira Yamaoka, qui est juste le compositeur des musiques de Silent Hill, donc qui est un très grand monsieur. Et esthétiquement, la série est ultra dynamique, elle est très jolie. Le style, elle a un style graphique, mais qui colle très très bien justement avec l'univers et avec cette ville de Night City. C'est assez fidèle, c'est très fidèle au jeu. Il y a un seul petit point faible pour moi, c'est toute la partie 3D et incrustation de la 3D qui est pas toujours top sur les véhicules. Mais sinon, pour moi, c'est un sans faute. 10 épisodes qui s'enchaînent, qui se dégustent, c'est très dur d'en décrocher. Petite chose aussi à savoir, c'est pas tout public, hein, parce qu'il y a de tout, hein, on est dans un univers très très adulte, donc il y a de la violence, il y a du sexe, il y a le rapport à la drogue, à tout ça, enfin c'est extrêmement violent, c'est vraiment une série qui, moi, m'a bouleversé à tous les égards, t'en prends plein les yeux, et aussi t'en prends, en termes d'émotion, c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Donc un gros coup de cœur qui pour moi va rejoindre le panthéon des meilleures séries animées Netflix avec Devil May Cry Baby, Doro et Doro, Arcane que tu citais tout à l'heure, et maintenant il y a Cyberpunk et franchement bravo, ils ont fait un travail énorme. C'est vrai que moi j'ai adoré aussi également, vraiment. J'ai éclaté les 2 épisodes en 2 après-midi en fait, tellement j'étais pris dedans. Le regret que j'ai, c'est que ça soit pas plus long, ouais, c'est vrai. Pour le coup. Mais c'est bien, c'est que c'est 10 épisodes mais intenses, avec un début, un milieu, une fin, et c'est vraiment passionnant à regarder. Là où je suis vraiment content, c'est qu'au final, quand on m'a dit adaptation Netflix de Cyberpunk, j'ai quand même bien serré les fesses avec la politique de Netflix. Mais en fait non, en fait au départ, c'est vraiment CD Projekt en fait qui a lancé le projet. C'est eux qui ont scénarisé le projet et derrière ils ont confié ça eux-mêmes à un studio en fait. Netflix a juste produit derrière, mais tout vient de CD Projekt. Et c'est pour ça que le jeu est aussi bien, c'est que c'est vraiment une extension de l'univers Cyberpunk. Les thèmes du jeu sont poussés au maximum en fait pour raconter l'histoire, et certaines choses sont même beaucoup plus travaillées que dans le jeu vidéo, et ça se voit vraiment comme un à côté pour le fan de Cyberpunk, et comme tu disais, celui qui connaît pas ne sera pas délaissé derrière, car on est vraiment dans un univers cohérent et surtout un univers fascinant en fait. Et j'ai passé un excellent moment, et c'est peut-être pour l'instant la meilleure série que j'ai vue cette année. Exactement, on est tous les deux très conquis, ça renforce en plus la politique du cross-média auquel je crois et je parle beaucoup, mais c'est une franche réussite, je la conseille autour de moi et franchement faut y aller les yeux fermés, et 10 épisodes de 20 minutes, je pense que c'est pas un gros sacrifice de temps et vraiment exceptionnel. Au départ, on regarde, on fait ouais, ok, ça a l'air un peu générique, mais en fait non, pas du tout en fait. Dès que ça se lance, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on voit tous les mouvements qu'il y a autour, et comme je te rejoins, la 3D est un peu dégueulasse, mais la 3D on l'a vraiment que sur les véhicules en fait. Donc toute la partie animation 2D, elle est ouf. Elle est incroyable. Eh ben écoute, on va conclure là-dessus, hein. Je pense que c'est une bonne fin, j'ai pas envie d'en rajouter d'autres. Là, la seule chose qu'on doit rajouter, c'est regarder cette série s'il vous plaît. Et une nouvelle fois, écoute Kira, on va remercier nos auditeurs, hein. C'était vraiment un grand plaisir de faire ce podcast. S'il vous plaît, hein, continuez à nous soutenir, à nous faire part de vos avis. Et est-ce que tu veux dire un petit quelque chose, Kira, avant de clôturer ? Grave. Merci à vous, c'est toujours très intéressant de parler de ses passions. En plus, on est content, on a pas mal d'écoutes, plus que ce qu'on imaginait au départ, et on a des retours quand même très pertinents. Si on peut vous présenter des choses qui peuvent vous intéresser, justement, n'hésitez pas à demander en commentaire ce qu'on pense de telle ou telle saga ou de telle ou telle chose, que ce soit en musique, que ce soit au cinéma, en BD ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Après, on peut toujours faire des liens avec le jeu vidéo. L'avantage, c'est que c'est un médium qui est tellement large et vaste qu'on peut très facilement trouver des thématiques correspondantes. Donc si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. Eh ben écoute, merci beaucoup, merci Kira, c'était un plaisir, et merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on se dit à très vite. On se dit à dans 15 jours, et puis profitez bien, jouez bien, et puis regardez bien Cyberpunk. C'est clair. Merci à tous, ciao. Ciao.